Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb, mais également avec Romain Dovobert et Mathieu Gérard, et nous allons parler ensemble du jeu Endless Space. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter tous les deux et nous dire exactement votre poste chez le studio Amplitude? Alors bonjour, moi je suis Romain Dovobert, je suis Creative Director à Amplitude Studio. Donc je m'occupe du design et du contenu du jeu. Bien. Et je précise que Romain est aussi directeur général de la société et moi-même je suis président et je suis aussi directeur de production. Donc je m'occupe de tout ce qui est planning, organisation du projet. Je fais aussi des choses administratives pas toujours passionnantes, mais bon, on est une jeune société, il faut bien s'en occuper. Une grosse société, donc vous êtes combien là aujourd'hui? On est une jeune société, on est une petite vingtaine. Une petite vingtaine. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre background dans le jeu vidéo et également de la création du studio Amplitude et ce qui vous a poussé à créer ce studio? Moi de mon côté, ça fait, c'est à peu près pareil pour nous, je pense, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on travaille dans le jeu vidéo, chez les gros éditeurs ou des moins gros, donc notamment Ubisoft. Après on a fait beaucoup de jeux, c'était passionnant, mais moi en ce qui me concerne, j'avais envie de faire mon truc. On était passionnés de jeux stratégie depuis le début et donc on s'est lancé pour Amplitude. On avait aussi une bonne vision de ce que pouvait être un jeu développé avec la communauté. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéressait et donc on a développé Amplitude dans ce contexte-là. D'accord. Et donc le studio a été créé quand exactement? Le studio a été créé en janvier 2011. On est rentré dans nos locaux en avril. Oui. Donc avec plein de gens, plein de bureaux en même temps. C'était assez joyeux et on est devenu... on était à 100% de production assez vite en fait. Parce que vous avez été donc en janvier 2011 et le jeu Endless Space est sorti en juillet 2012. Ouais, c'est un peu temps qu'on y pensait, c'est vrai qu'il y a eu quelques mois avant quand on a pu réfléchir. Moi déjà j'avais pris 6 mois avant à faire bosser sur le design. Mathieu c'est week-end, le soir, il se faisait. Ce qui est vrai, là. c'est qu'on est une équipe très organisée. Ouais. Avec des leads très expérimentés, talentueux. Des vétérans. Voilà, mais aussi des petits jeunes qui sont très autonomes, à qui on laisse beaucoup de responsabilités, mais tout en les guidant, en les conseillant, tout ça. Donc on fait du Scrum, pour ceux qui connaissent ce mot bizarre. Attends, c'est agile ça. C'est agile, voilà. Oulala. On se parle tous les matins, ça fait un peu secte. Chacun participe à l'évaluation des tâches, ce qui fait qu'en fait, pendant le développement, on a su très tôt où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on aurait à telle date, comment se concentrer sur ce qui était important. Donc c'est une méthode qui est assez rassurante pour ceux qui managent parce qu'on voit très bien où on en est. Et c'est aussi valorisant pour les plus jeunes parce qu'ils ont chacun leur mot à dire pour proposer des solutions, estimer les coûts de telle feature, etc. On a quand même une vision quand même très claire du jeu qu'on voulait faire. C'est pas comme si tu as des jeux, je pense, tu fais une bonne phase de pré-prod, tu essaies de te trouver. Nous, on avait quelques points qu'on a voulu identifier assez tôt, comme les batailles notamment. On a voulu très vite travailler là-dessus en premier d'ailleurs, pour être sûr qu'on pouvait atteindre ce qu'on voulait atteindre en termes de visuel, en termes de rendu. Mais globalement, on a une vision très claire du jeu tout de suite, donc c'est vrai que ça aide. Donc c'est pas te chercher pendant 2 ans ou 3 ans parfois sur certains jeux avant d'arriver à un gameplay difficile. On a aussi utilisé une techno qui est assez pratique pour les développements qu'on fait, qui s'appelle Unity. Oui. Donc un moteur qui est notamment gratuit pour les petits développements, et une version pro qui est pas très chère et qui est vraiment assez puissante pour le jeu qu'on fait. Ce qui nous a permis de nous concentrer vraiment sur le design, ensuite l'artistique. On a quand même des ingés très compétents, mais disons qu'ils n'ont pas à réinventer la roue du bas niveau, ils se concentrent sur l'IA, sur des affichages cool, etc. Donc on a vraiment pu faire abstraction de 1 million d'euros ou 10 millions du temps, on n'a pas dépensé de l'argent pour refaire une techno et vraiment on se concentre sur le jeu lui-même. Alors, Endless Space, tu le sais Thierry, tu as joué ou pas encore? J'ai pas joué encore. J'ai regardé toutes les vidéos, donc je connais bien le jeu. Donc ça fait partie de ces jeux. Sur le live bientôt. Ça fait partie de ces jeux d'exploration spatiale, donc les fameux 4X. Donc explorer, expand, s'étendre, exploiter les ressources des planètes, des astéroïdes, toutes sortes de choses. Et exterminer. Exactement, les combats dans l'espace. Alors c'est un type de jeu, je ne saurais pas dire moi-même quel est l'ancêtre, il y a les Master of Orion. Même Civilisation, c'est un 4X en fait, oui, c'est pas forcément spatial. Ouais. Moi je me rappelle de Deuteros et Millennium 2.2 sur les 16 bits, les ordi de l'époque. On pourrait dire que c'était présent. Après le 4X, il y a plutôt une idée d'empire en général, quoi. On a vraiment l'impression d'être un empereur qui gère plein de planètes ou plein de villes ou plein de pays, etc.
Mais bon, après Millennium, c'est génial, hein, mais il y a peut-être moins cette sensation d'être vraiment un empereur qu'on avait dans d'autres jeux comme Master of Orion, qui effectivement était Voilà, c'est vrai avec que Civilization les premiers. nous, les ancêtres, un petit peu, enfin en tout cas de notre jeu, c'est vraiment la Civilisation, Master of Orion, on est un peu un mélange entre ces deux-là, quoi. Après, il y a des dinosaures encore plus anciens, Reach for the Stars, enfin des trucs encore plus vieux. Et alors, c'est un genre où il y a régulièrement des jeux qui sortent sur PC, et souvent les gens sont déçus. Alors après, bon, je crois qu'il y a la série des X, X2, X3, il y a Sword of the Stars, quelque chose comme ça, ouais. Mais là, au début juillet, est arrivé sur des plateformes de téléchargement, d'achat de jeux en ligne sur PC, est arrivé Endless Space. Moi j'étais surpris parce que j'essaie de me tenir quand même un petit peu au courant de l'actu du jeu vidéo, et surprise, un jeu. Et sur les forums de gamers, on pouvait trouver des gens qui étaient aussi surpris, qui étaient fans de ce genre de jeu et qui ne connaissaient pas non plus, et qui découvraient et qui disaient « mais c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne connaissait pas ?» Comment ça s'est passé un petit peu là? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Déjà spécial, comme si t'as pas entendu parler de nous avant cette date, c'est que déjà, bon, on a raté un petit truc, évidemment. Bon, après, nous, c'est vrai que notre approche, on est une toute petite boîte, on savait qu'il fallait commencer par la communauté. Donc déjà, on voulait faire un type de jeu qu'on savait niche. Le 4X, c'est niche. Bon, après, Civilization, il y a des millions de joueurs. Hein. Mais globalement, c'est vu comme étant niche. On a vu que nous, on est fans et qu'il y a peu de jeux qui sortent par an, et c'est aussi ce qui nous a amené à faire ce genre de jeu, donc, parce qu'on disait je veux en jouer à plus de ce genre de jeu, notamment dans l'espace. On voulait avoir un type de qualité de jeu un peu différent. Donc il y avait effectivement peu de jeux. On est arrivé à un moment où on pouvait aussi, il y avait peu de communauté autour, donc on pouvait prévenir les communautés existantes autour de ce genre de jeu, dire voilà, nous on fait ça, ça vous intéresse, venez avec nous, on peut même travailler ensemble là-dessus. Et en fait, on a fait tout un système où on a invité beaucoup de gens à venir chez nous, nous aider à créer le jeu. Donc on a créé ce qu'on appelait le Games Together. Et finalement, c'était très communautaire. Donc, ce qui fait qu'en termes de médias, c'était pas des masses transmis, à part le côté très, très hardcore. Vous avez communiqué avec les joueurs, essentiellement. Donc voilà, donc nous, c'était souvent basé sur les joueurs, sur les communautés, mais déjà, ça a suffi à ramener beaucoup de monde. Nous, on était combien au début sur l'alpha? Après l'annonce, 20 000 personnes assez vite, ouais. Enregistrées sur le site. Beaucoup de Français ou c'était vraiment à Peu de Français. Peu de Français. Ok. Donc l'essentiel du public était plutôt aux États-Unis. Ouais, là, Même dans nos clients, on est à plus de 90% à l'étranger. En fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce travail avec la communauté? Quel type de contenu les gens ont pu apporter? Comment ça s'est passé? Je dirais que c'est à plusieurs étages en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un étage des VIP, donc c'est des super fans qui ont un statut spécial en fait dans la communauté. Donc au début on les a recrutés à droite à gauche. Ensuite il y en a certains qui étaient tellement actifs sur notre forum qui ont été promus. Et eux vraiment c'est les leaders de la communauté. Ils ont des droits spécifiques sur les forums. Ils s'auto-organisent pour prendre en charge certaines parties des forums. Et on leur parle en privé sur certains sujets spécialement. Donc c'est vraiment les ambassadeurs de notre forum. Après il y a la communauté classique sur le forum avec beaucoup de sujets qui sont abordés. Et déjà, ça génère beaucoup d'input, d'informations, de choses qu'on pourrait faire. Et après, une autre partie, c'est le système de vote de Games Together, c'est-à-dire que tous les gens n'ont pas forcément le temps ou le courage de lire des milliards de posts, même si on essaie de faire des synthèses qui résument où on veut aller, etc. Du coup, il y a un système de vote toutes les 2 semaines, avec 3 features à choisir, ou bien 3 designs de vaisseaux spatiaux, et on peut voir le score. Après, quand on est actif sur le forum, on a de plus en plus de points pour voter. Donc, plus on est fort dans la communauté, plus on a un impact sur les choix qui sont faits sur le jeu. Donc on mélange un petit peu les 2 niveaux. Ça peut aller loin ce genre de choix oui. d'entrer sur le design du jeu? Ça va même très loin. Le seul truc, c'est que dans les choix, on ne donne que des choses qu'on aime. Donc résultat, quel que soit le résultat du vote. C'est ce que j'avais posé comme question. S'il n'y a pas de frustration, non, ils ont voté pour ça. On prévient tout le monde. Alors ça va arrivé une fois où je pensais vraiment pas qu'ils allaient voter pour ce truc-là, et ils l'ont fait. Donc du coup depuis voilà. C'était sur le background des pirates. C'est quand on était sur le point d'aller travailler sur les pirates de notre jeu, et donc on n'a pas encore commencé les visuels. Est-ce que c'est des fanatiques? Est-ce que c'est des brigands? Est-ce que c'est des je sais plus quoi? Voilà, il y avait fanatiques religieux, voilà, etc. Des mecs de l'espace un peu bizarres, machin, etc. Et il y avait le simple pirate avec la balafre, tu vois, le machin, le truc tout con, quoi. Et tout le monde a voté pour ça, quoi. Donc j'étais super surpris. J'espère qu'on trouve la mythologie des pirates. Bah ouais. Et en fait, on constate que les fans sont assez conservateurs en fait. Sur leur choix. Ce qui est surprenant, ils vont pas parce qu'il y a un vote pousser sur le. Quand il y a un vote de majorité. Ouais.
Ouais. Parce qu'après, le design avec beaucoup de personnes, souvent, justement, il y a des gens qui disent que ça peut être un problème, que ça bride la créativité, et justement... C'est pour ça que c'est pas un design collaboratif. Nous, on a toujours été très clair là-dessus. C'est bon, voilà, nous, on vous ouvre nos documents de design très tôt dans le jeu. Donc, nous, bien avant l'alpha, d'ailleurs, ouvert les documents de design pour avoir des inputs des joueurs. C'était déjà super intéressant parce que déjà ça me permet de fixer certains trucs un peu tôt pour quand on va faire des petites erreurs ou des machins, c'est super bien. Mais c'est déjà pour générer la discussion et après effectivement quand le jeu avance, que le contenu est connu, l'idée c'est de voir un petit peu quels sont les problèmes qui remontent à la surface, qui en général c'est des problèmes sur lesquels on sera d'accord, je pense pas qu'il y ait des trucs vraiment que tout le monde déteste et que nous on adore. Donc voilà. Donc du coup après voilà, on fait des choix communs et c'est sur ces choix ce qui ressort de ce qui est vraiment intéressant qu'on va voter, quoi. Mais au final, ce qu'on leur dit, c'est tôt ou tard, les 3 trucs seront faits, quoi. C'est que vous allez nous aider à voter sur les priorités de ce que vous voulez voir en premier, tout de suite, etc. Et c'est vrai qu'en général, rien que ça, déjà, c'est super intéressant parce qu'en général, les gens veulent tout de suite. Donc on les aide à... Voilà. Donc là, aujourd'hui, la version PC est téléchargeable sur Steam. Est-ce que c'est accessible sur d'autres sites également ? Sur d'autres plateformes, sur Gamersgate, sur... 40. Comment ? Il y en a 40. Ouais, enfin, il y en a beaucoup. Okay. C'est sorti en boîte dans certains pays aussi. Okay. Donc on a la chance maintenant chez nous d'avoir une belle boîte. Ben non, on n'a pas trouvé. Vous aussi, alors vous êtes nostalgique de la boîte, le dématérialisé, c'est un peu sur une bibliothèque. Avec un beau manuel. Là, sur la bibliothèque, c'est sympa, oui. Carrément. Oui, il y a un petit artbook aussi. Il y a une version Mac qui vient de sortir également. Il y a une version Mac qui est sortie, effectivement. Grâce à notre techno, en fait, on peut aller sur PC et Mac. Après, c'était un peu dans la douleur parce qu'on ne connaissait pas forcément le Mac chez nous, quoi. Puis les ingés... ils sont toujours très PC ou très Mac, donc ils ont l'impression de se salir en touchant le Mac, quoi. Mais bon, ça tourne, ça tourne même sur les MacBook Air, enfin c'est bien, quoi. Comment ça se passe alors du coup le contact à la mise en place du jeu sur ces sites de téléchargement ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que vous avez rencontré des problématiques ? Est-ce que vous étiez déjà, en étant dans le milieu, vous aviez peut-être déjà travaillé dans le milieu, on connaissait bien Valve en fait, on les a rencontrés pour d'autres jeux comme Ruse ou Dark Messiah pour Romain. Okay. Et donc du coup on avait un contact assez proche. Mais ce que j'ai entendu c'est qu'effectivement pour les jeunes développeurs c'est assez dur d'accéder à Steam. Donc il y a le nouveau système Greenlight. Voilà. Vous en pensez quoi ? Brièvement, si vous avez un avis sur la question. Moi je trouve ça top. C'est très bien, c'est très intéressant. C'est vrai que nous on est un peu gâtés, on n'a pas besoin de ça, mais pour l'instant. Mais c'est un bon système effectivement. Ça va dans la logique du crowdfunding, de toutes ces choses-là. Donc tout ce qui est communautaire, ça nous semble une bonne idée. Donc. J'ai vu qu'ils ont updaté un petit peu leur système. Maintenant, il faut payer une entrée à $100 de manière à épurer un petit peu tous les fakes, les Half-Life 3, des jeux un peu tendancieux, en fait, des défauts de projet. Donc voilà, ça ils ont modifié. Est-ce que du coup aujourd'hui vous partez dans quelle direction au niveau du développement du jeu et au niveau du travail avec la communauté? Est-ce que des gens vont pouvoir créer des mods? Est-ce qu'ils ont accès à une certaine ressource du jeu? Comment ça se passe exactement? Les mods, on les avait prévus dès le début. Après, c'est une question de temps en fait. Mais on avait quand même prévu une structure qui était compatible avec ça. Et là, depuis 3 mois environ, on a commencé à ouvrir progressivement. On a recruté un développeur outil en plus pour s'occuper de ça. Donc au début, on a pu ouvrir les fichiers texte qui contiennent toutes les informations de simulation du jeu. On a fait un écran spécial pour charger les modes, les activer, tout ça. Là, on commence à s'étendre après sur changer les bitmaps, enfin toutes les icônes qu'il y a dans le jeu. On avance aussi sur les modèles 3D, les textures. Donc, sur les forums, il y en a qui veulent faire des modes de Babylon 5, d'autres trucs. Enfin, bon. Après, d'un point de vue légal, il faudra qu'on fasse attention. Ouais. Mais en tout cas, oui, il y a une grosse communauté qui se lance là-dessus. C'est vrai que c'est un des facteurs de succès aussi d'un jeu 4X, c'est que les types réinventent des extensions incroyables. Donc, les Fall from Grace. Voilà, donc on le soutient à fond. Et ça fait partie de notre travail en ce moment. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Vous n'allez peut-être pas pouvoir donner de chiffres, mais donc le jeu est sorti début juillet. Ouais. Est-ce que les retours au niveau des ventes, c'est satisfaisant? Est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? C'est très bien. Okay, c'est très bien. C'est pas un problème de sortir au début de l'été? Ça reste une bonne date. Mal, hein. Pour l'indépendant, c'est pas mal parce que les gros jeux sont pas trop à ce moment-là. C'est pour ça que nous on est passé un peu après. Même avant, dans notre vie d'avant, on est arrivé de vendre un jeu sorti en juillet, 1 million d'exemplaires. Ça peut marcher, quoi. D'accord. On s'ennuie l'été. On veut du jeu. L'été, à partir d'août, c'est un peu difficile, mais début juillet, c'est encore pas mal, quoi.
Bon. Moi j'avais une question sur les combats. Alors on parlait tout à l'heure, ils étaient déjà prévus dès le début. Donc les combats dans Endless Space, c'est des affrontements de flotte en plusieurs phases et où on fait des paris en fait. On choisit des cartes suivant la phase et l'adversaire aussi va choisir une carte et de l'affrontement de ces deux cartes va résulter un avantage à chaque camp pendant la phase. Dans les 4X, moi j'ai l'impression que le problème, que la phase de combat est toujours faible ou mise de côté ou mise en abstraction. Bon, il y a un jet de dés, il y a telle capacité, un facteur aléatoire. Donc là, le fait de séparer en phases, c'est assez original. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient. C'est arrivé petit à petit déjà, c'est plusieurs éléments de design. Non, écoute, en fait, à la base déjà, ce qu'on voulait, on est un jeu de civilisation dans l'espace, donc déjà, on voulait s'assurer que les batailles ne soient pas du micromanagement. On est tous, je pense, des grands fans des grands moments de Star Wars avec les batailles à la fin de chaque épisode. Il y a toujours, dans l'espace, c'est un moment magnifique où on peut mettre des super belles batailles, de pyrotechnie, d'explosions, de bruit, de machin. Donc voilà, donc c'est vrai que quand tu fais un jeu dans l'espace, tu as envie de revoir ça. Alors maintenant, la question c'était, pour nous à l'origine, c'était de comment très bien donner cet effet Star Wars, le côté un peu grandiose, épique, beau, et en même temps que ce soit pas de micromanagement, surtout dans l'espace, on se trouve à chercher mes vaisseaux dans un truc, bon, ça peut être un peu galère. Donc on a voulu organiser un peu ça, et que le joueur puisse être tranquillement dans son fauteuil, assis, manger ses pop-corn, et en même temps avoir un vrai choix stratégique. Surtout que le combat, finalement, en soi, c'est un peu la résultante de tous les choix que le joueur a fait avant même que le combat commence. Puisque c'est la science quelle science j'ai fait, quel type de design de vaisseau j'ai fait, quel type de flotte j'ai composé, quel héros j'ai mis dessus. Bon, voilà, il y a plein de choses. Donc déjà, en soi, quand la bataille commence, il y a beaucoup de choix qui ont été faits. Et toi, ce que tu vas faire au cours de la bataille, c'est que tu vas encore renforcer ces choix ou regarde, vraiment te planter si tu as mal lu le jeu de l'adversaire. Bon, voilà. Mais c'est vrai que on voulait surtout que ce soit agréable à utiliser. C'est une grosse récompense. Après, il y a d'autres considérations, le multijoueur. Une bataille de ce type-là est beaucoup plus compatible avec le fait de jouer à 8 ensemble, parce que les batailles font 2 minutes plus. D'autres considérations aussi de cohérence d'échelle, parce que si on mettait les batailles sur la carte 3D, on aurait vu des gros vaisseaux à côté de petites planètes. Là, au moins, on a une bataille qui est chouette, quoi. Quand on la voit, on est récompensé de ce qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu l'univers brièvement ? Est-ce que vous avez bien creusé la tête ? Il y a des races qui sont pas mal. Alors dans l'univers d'Endless Space, tu vas démarrer, tu vas prendre la tête d'un des peuples qui va coloniser l'espace en découvrant que petit à petit, de manière assez classique, il y a d'autres peuples qui étaient là avant toi, notamment les Endless, et les Endless ont laissé dans leur sillage, après avoir disparu, une matière qu'on appelle le dust, et qui est, ou la brume en français. Et effectivement. Et donc, cette matière prend la forme de ce que tu imagines. Donc, si tu imagines une boule de feu, ça va devenir une boule de feu. Si tu imagines un vaisseau, ça va devenir un vaisseau. Et alors, forcément, pour tous les peuples qui découvrent ça, puisque ça peut devenir tout ce que tu as envie que ce soit, si tu veux que ce soit de l'or, ça sera de l'or. Si tu veux que ce soit de la bouffe, ça sera de la bouffe. Donc, forcément, pour tout le monde, ça a beaucoup de valeur. Et donc, c'est un petit peu le centre de conflit du jeu. Bon, heureusement, c'est présent un petit peu dans tout l'espace. Et c'est déjà une monnaie d'échange, un moyen d'upgrader tes vaisseaux en accéléré, déclencher certaines capacités super puissantes de héros pendant la bataille. Donc il y a un tronc commun. C'est un petit peu comme l'épice de Dune ou un peu comme la Force, on pourrait dire, si on lui fait une analogie. Mais du coup, est-ce que vous aviez des grosses inspirations au niveau ? Est-ce que vous êtes des fans de SF, de littérature SF ? Est-ce que alors, il y a. Vous êtes fait plaisir un petit peu, genre avec des petites références. Alors, on a un écrivain qui lui s'est fait plaisir, Jeff Spock, donc voilà. Il s'appelle Spock. Il s'appelle Spock, oui. Sur notre précédent jeu, il avait bossé avec Dave Hader, donc c'était un très bon scénar. Et donc voilà, donc là, donc Jeff est un gros fan de quoi c'est. Asimov aussi, tout ce qui est technologie, histoire, Dune. Donc c'était vraiment la bonne personne pour faire ça. Puis c'est vrai que c'est avec lui qu'on avait travaillé précédemment, donc voilà, on est habitué un petit peu à travailler ensemble. Et voilà, en termes de cinéma, c'est sûr qu'on était très Battlestar Galactica, surtout sur le côté réalisation. On aimait beaucoup la réal, sur des phases un peu d'action. Donc c'est ce qu'on essaie de retrouver un petit peu dans nos combats. Puis après, voilà. Babylon 5 un petit peu quand même.
Un petit peu de Babylon 5, mais c'est juste pour ça que je dis ça. On connaît pas, je connais pas très bien. Moi, j'ai vu la première saison. En plus, les cinématiques à l'époque, si je dis pas de bêtises, elles avaient été faites sur Amiga. Tout à fait. Un truc de ouf. Une ferme de rendu sur Amiga. Avec ce logiciel qui s'appelait, je sais plus comment là. Lightwave, non? Lightwave, je crois. C'est ça. Bien. Mathieu. C'était à notre époque. Et donc du coup, maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Genre aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement maintenant que le jeu est sorti? Est-ce que vous êtes déjà en train de développer quelque chose de l'ordre de l'extension? Est-ce que vous êtes dans la gestion de communauté? Est-ce que vous partez sur un autre projet, une suite, autre chose? Pour l'instant, le gros focus est Endless Space encore. C'est-à-dire qu'on a annoncé quand il est sorti que la release, c'était juste une étape dans le cycle de vie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'alpha, la bêta, la release, puis après on continue à mettre à jour. Après la release pour nous c'était une étape pour avoir des notes dans la presse, pour avoir un peu de chiffre d'affaires pour être sûr qu'on pouvait continuer. Et donc là on a annoncé déjà pas mal d'évolutions, on a une liste de suivi sur le site, donc tout ce qui est communautaire on regarde les modeurs, on regarde les critiques, les choses que les gens aiment bien, etc. Donc on va annoncer là incessamment sous peu notre programme d'add-on gratuit et aussi un pack d'expansion à venir très prochainement qui sera focalisé sur la bataille. Normalement, c'est des jeux qui ont un cycle de vie assez long, hein. Ouais. S'ils marchent bien. Ouais. C'est marrant parce que j'ai lu pas mal de critiques sur internet et très souvent la phrase qui revenait c'était genre merci les mecs, merci de m'avoir pourri la vie parce que maintenant c'est terminé, je reste enfermé chez moi, etc. Et quand on est un empire, on a des responsabilités. Voilà, c'est un jeu qui demande genre de l'investissement. On a vu à Cologne, à la Gamescom, un studio de jeu qui est venu nous voir sur le stand de Valve où on était là et ils nous ont dit à cause de vous on a perdu un mois de prod. Excellent. C'est marrant. Ok. Bon. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, de nous avoir présenté le projet Endless Space. On a la critique qui arrive bientôt, c'est Julien Pierrot qui va s'en occuper, qui est très fan du jeu, et donc qui avait participé à l'alpha, etc. Je crois que vous le connaissez un petit peu. Voilà. Et donc encore merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.